hubdespossibles.org présente 2040, j'y vais. Le podcast des optimistes lucides. Chantal Peyer. Prenez un étudiant en mathématiques de 22 ans et placez-le devant deux assiettes. La première emplie d'un hamburger avec des frites et de la salade, la deuxième avec un potage, carottes, gingembre et une quiche aux épinards. Laquelle pensez-vous qu'il va choisir ? Le hamburger ? Eh bien, détrompez-vous. Après avoir rencontré des centaines d'étudiants et d'étudiantes, et après avoir analysé les poubelles de l'EPFL avec les meilleurs laboratoires d'intelligence artificielle, Bruno Rossignol l'affirme sans ambiguïté. Les jeunes du campus ne veulent pas de junk food, mais plutôt une nourriture saine et durable. Alors, comment faire pour fournir une alimentation gourmande et écologique à des prix abordables ? Pour le savoir, je suis allée à la rencontre de Bruno Rossignol, directeur de la restauration et des commerces à l'EPFL, et d'Anouchka Bagnou, responsable du dossier alimentation au Centre de compétences en durabilité de l'UNIL. Bienvenue dans cet épisode du podcast 2040 JV sur le CO2 dans nos assiettes. L'EPFL, c'est une véritable ville dans la ville. En effet, ce sont plus de 13 000 étudiants de 120 nationalités qui se déplacent chaque jour sur le campus. Pour les nourrir, l'EPFL sert 6 500 repas quotidiens. Remplir tous ces ventres, ce n'est pas une mince affaire, mais les nourrir de façon durable avec des produits locaux et saisonniers, en baissant drastiquement les émissions de CO2 et sans augmenter les prix, cela semble carrément mission impossible. Et pourtant, Bruno Rossignol a relevé le défi. Alors, pour comprendre comment il l'a fait, je vous emmène sur le campus avec lui. Là, on est au restaurant Native. Qu'est-ce que c'est comme restaurant ? Alors c'est un restaurant qui est ovo-lacto-végétarien, qu'on a ouvert il y a à peu près 2 ans et demi, à peine 3 ans. Quand on l'a ouvert d'ailleurs, pour la petite anecdote, on faisait une trentaine de couverts. Et puis en quelques semaines, on s'est retrouvé à 350, 400, puis aujourd'hui 450 couverts tous les midis. Et le plat du jour aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Il y a un buffet chaud et froid qui est servi tous les jours avec les produits de saison et du terroir. Et puis aujourd'hui, il y a un gyoza avec des petites nouilles sautées, des petites nouilles de riz et des petites pâtes sosa qui sont là. Et la décoration est très à la fois moderne, avec des carrelages au sol qui sont magnifiques. C'est pas moderne, c'est qu'on a récupéré tout le matériel de l'ancien restaurant qu'on a fait reponcer, renettoyer au lieu de le jeter, et on l'a remis dans le restaurant avec la modernité qu'il y en avait dedans, quoi. Et combien coûte un plat du jour et des menus ici ? Alors ici, pour les étudiants, ça commence de 6,50 à 9,70. Et puis après, ça monte au-dessus de 10 jusqu'à 14 francs pour le staff, les extérieurs, les doctorants et les gens de l'administration. Ah, donc là, on a une poubelle intelligente de l'EPFL. Expliquez-moi comment ça fonctionne. Donc c'est nos poubelles qui s'appellent les poubelles Kitro. Donc la poubelle, c'est une balance avec une caméra au-dessus. Et à chaque fois qu'on met quelque chose à la poubelle, là c'est le retour client, mais on en a une autre aussi en production pour voir s'il y a de la surproduction, ce qu'on a interdit dans les restaurants de l'école, et ben ça flash. Donc si je jette maintenant les restes de mon assiette, ça fait une photo de mon assiette ou de ce qui tombe dans la poubelle ? Ça fait une photo de ce qui tombe dans la poubelle et ça analyse ce qui vous avez mis dedans par rapport à la connexion de la base de données, c'est-à-dire que les poubelles sont connectées à notre base de données, donc elle va reconnaître ou la carotte ou le petit pois qui vont tomber dedans et le ramener justement à un menu qui a été vendu aujourd'hui. Alors pas sous votre nom, mais en lien avec la journée où vous avez mangé. Donc la photo ne fait pas une photo avec moi ? Non, alors on voit pas les gens, absolument pas. On a l'interdiction de ça et c'est pas ce qui nous intéresse du tout. Ce qui nous intéresse là, c'est de diminuer l'impact justement de ce qu'on jette à la poubelle. Mais pour ça, on avait fait d'autres mesures avant. Quand on a commencé il y a 3 ans avec Kitro, on était à 51 grammes par personne et par repas. Et aujourd'hui, on est autour des 19 grammes. Bruno Rossignol, comment est-ce qu'on en vient à révolutionner toute l'approche alimentaire d'une institution comme l'EPFL ?
Alors, on y vient par le biais d'un engagement qui a été fait en 2019, en avril 2019, et puis des convictions qui sont les miennes, de dire on doit pouvoir quand même manger plus sainement, plus durablement, plus local dans la restauration d'une école comme celle de l'EPFL, et puis aussi parce que la Confédération s'était engagée en 2017 avec les accords de Paris, et en décortiquant ces accords de Paris, on voit que justement il y a beaucoup de choses qui vont être améliorées en 2019. Vous arrivez en 2019, vous lisez ces accords de Paris. Qu'est-ce qui fixe comme objectif dans l'alimentation ? Alors si je le résume en quelques mots, c'est frais, sain, local et durable. Donc on doit revoir tout ce qui se mange de la graine à l'assiette. Ça, c'est la mission finalement qui a été fixée pour qu'on puisse avoir une stratégie de restauration qui soit axée sur les accords de Paris. Mais c'est 4 piliers qui sont pas aussi simples que ça à monter. Et en termes d'émissions de CO2, est-ce qu'il y avait des objectifs spécifiques pour les PFL ? Oui, une réduction de CO2 qui doit être opérée de plusieurs pourcents. Il y avait une empreinte qu'il fallait faire au début pour pouvoir la réduire jusqu'en 2030. Et comment est-ce que vous avez fait ce bilan de départ ? Donc on a analysé tout le terrain. On a rencontré déjà tous nos clients parce qu'on voulait savoir qu'est-ce que nos clients pensaient de la restauration de l'école. Donc on a rencontré les étudiants, staff, doctorants, professeurs. Et puis après ça, on a balayé complètement l'héritage. Au niveau nutritionnel, on a engagé différentes entreprises. Donc pour la partie nutritionnelle, on a engagé Nutrimenu. Pour la partie déchets, on a engagé Kitro. On a remis un système de caisse avec TC Post. Et on a engagé aussi une entreprise qui s'appelle Bilong, qui finalement a analysé tout ce qu'on achetait, tout ce qu'on consommait dans notre école pour enfin créer une vraie empreinte carbone de l'alimentation ici à l'EPFL. Finalement, le constat, il était assez amer. On était dans le gras, dans le sel et dans le sucre. Rien de très intéressant. Quand on a mis une poubelle à déchets avec Kitro, donc c'était une poubelle intelligente, on s'est aperçu qu'on était à des tonnes et des tonnes de déchets, consommables et non consommables. Alors, on a mis là aussi des mesures après. Et puis, on a demandé aussi à Bilong de venir analyser tout ce qui s'achetait dans les restaurants de l'école pour pouvoir voir où est-ce qu'on était au niveau empreinte carbone de kilos de nourriture achetés. Et une fois que vous avez eu ces chiffres, d'abord quand vous les avez vus, quel a été votre constat et votre réaction ? On n'a pas été tellement surpris. Par contre, on a vu l'ampleur de ce qui nous attendait, c'est-à-dire de devoir avoir à réduire tout cet impact CO2. Quelles sont les mesures les plus importantes que vous avez prises ? Alors les mesures les plus importantes pour nous, ça a été la réduction de la viande sur le campus. Donc on a diminué les menus de 50%. Donc 50% de l'offre ici, elle est ovo-lacto-végétarienne. Donc dans nos plats végétariens, il y a des œufs, de la crème, du beurre, du lait dans nos plats végétariens, mais il n'y a pas de viande animale. Une journée par semaine, on a fermé tous les restaurants à la viande. Et puis après, on a mis beaucoup de suissitude dans tous nos produits. Donc on ne mange que des viandes suisses ici sur le campus. On a labellisé tous nos poissons. On a remis tous les calendriers de saison. Donc il y a beaucoup de produits qui étaient importés avant dans nos menus qui sont aujourd'hui plus importés. On a enlevé tous les produits à base d'huile de palme. On ne mange pas de produits à base de monosodique. On n'a pas de vaisselle jetable dans l'école, etc., etc. Une de mes curiosités quand j'ai lu sur votre projet, c'est de comprendre comment vous êtes faite pour fournir de la nourriture saine, locale, de saison, sans que les coûts de l'assiette explosent. La restauration de collectivité, c'est une restauration de centimiers. Ça veut dire qu'il y a 2% de marge, c'est très très faible, et que finalement, s'il y a des inflations qui sont fortes comme on a passé là, ou d'autres catastrophes type le Covid, vous êtes vite dans le rouge, surtout si vous devez inclure tout ce que je viens de dire là dans vos assiettes. Donc ce qu'on a fait, c'est que nous, on a racheté tout le matériel de tous ces restaurateurs, on refait les restaurants à nos frais, et ça, c'est tout ce qu'on a enlevé finalement dans l'assiette. Ça a permis justement aux restaurateurs de pouvoir respirer et d'y inclure ces produits type bio, IP, Suisse Garantie, etc. Donc aujourd'hui, vous travaillez avec 3 restaurateurs. Ils ont un cahier des charges qui est assez strict. Comment est-ce qu'ils ont réagi ? Alors au départ, c'est un peu l'interrogation pour eux. On a, en juin 2020, positionné donc nos cahiers des charges, les futurs contrats de la restauration de l'EPFL sur une plateforme qui s'appelle CIMAP. Et à l'intérieur, ils ont trouvé tout ce qu'on voulait, plus, et ce qu'on voulait pour le futur. Alors la réaction pour ceux qui étaient ici, ça a été comment on va faire, comment ça fonctionne, comment vous allez voir tout ça. Donc on a dû rassurer, on a expliqué, et ce qui est compréhensible parce que du jour au lendemain on vous dit vous achèterez pas de produits étrangers, vous mettrez pas tel type de produit sur vos buffets, etc. Et puis pour eux c'est des choses qu'ils avaient l'habitude de faire et de mettre. Donc ça a été un peu une douche froide pour tout le monde. Puis
Si je dois dessiner ça ou schématiser ça, c'est comme si je vous demandais de retravailler il y a 30 ans ou 40 ans en arrière. Vous faites un virage à 180 degrés et puis je vous dis, à partir dans 2 mois, vous allez retravailler comme il y a 40 ans en arrière. C'est-à-dire qu'on va vous réimposer des saisons, on ne mangera pas de la viande tous les jours, etc., etc. Et ça, pour eux, c'était un peu une douche froide parce que de la part d'un client, c'était la première fois qu'on leur disait qu'est-ce qu'ils allaient avoir à faire dans les restaurants. Et puis au niveau de vos clients, donc des étudiants, vous avez notamment évoqué le fait qu'il y a une journée sans viande à l'EPFL. Quelles ont été les réactions ? Alors de la part des étudiants, elle était bonne parce que c'était une attente. Quand on discutait avec les restaurateurs de l'époque, alors c'était un peu le message qu'ils me faisaient. Ils me disaient oui, mais alors vos étudiants, ils mangent que des frites. Et quand je rencontrais les étudiants ou même le staff, les clients de l'école, ils disaient mais on n'a pas l'impression d'être en bonne santé quand on mange à l'EPFL. On a souvent faim l'après-midi. Il y a peu de plats végétariens. Ça nous attire pas vraiment. Le plus gros souhait des étudiants, c'était qu'on végétalise une grosse partie du campus, d'avoir un restaurant végétarien. C'est ce qu'on a fait. On a ouvert ce restaurant végétarien depuis 3 ans et c'est un carton plein. Et ça a été très très bien reçu par le monde des étudiants. Vous utilisez régulièrement le mot santé. Quel est le lien finalement entre une nourriture équilibrée pour la santé et une nourriture équilibrée pour l'environnement ? Le lien, il est au même niveau, on va dire. Si c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour nous. C'est-à-dire que la planète Terre, elle était déjà là avant nous, elle n'a pas eu besoin de nous pour vivre. Donc c'est plutôt nous qui avons besoin d'elle pour vivre que l'inverse. Et donc si c'est bon pour la planète, c'est automatiquement bon pour nous. Au niveau santé, le lien, il est clair. Si vous mangez bien, vous étudiez bien, on a des étudiants qui travaillent 70 heures par semaine ici. Donc s'ils n'ont pas au moins un repas sur lequel nous on travaille ici, qui leur permet de pouvoir manger au moins 450 grammes dans une assiette, avec des protéines, des lipides, des glucides, tout ça équilibré dans un profil alimentaire, comme on a fait avec NutriMenu, vous ne travaillez pas, vous pouvez pas vivre correctement et vos résultats, ils ne seront pas bons. Vous avez évoqué l'idée tout à l'heure que si les gens savaient ce qu'il y avait dans l'accord de Paris et ce que ça signifiait réellement comme transformation, ils ne l'auraient peut-être pas signé parce que les défis étaient énormes pour vous quand vous avez essayé de mettre ça en œuvre au niveau de l'EPFL. Qu'est-ce qui vous a aidé à persévérer face à ce défi énorme ? Justement, c'est le défi qui m'a séduit. Je ne veux pas paraître pédant ou quoi. Les défis, ça fait partie de ma vie. Alors, j'ai toujours aimé tout ce qui était défi. Là, c'était un défi à une telle ampleur, à l'ampleur d'une ville. Et je me suis dit, mais s'il y a un endroit où on peut faire ça, c'est ici. J'avais pensé à l'école hôtelière où je travaillais avant. Puis après, en discutant avec certains professeurs et membres de la direction, ils m'ont dit non, mais ça a toute sa place ici à l'EPFL. Ici, en plus, ils m'ont dit, il y a toute la science. Et quand j'ai réalisé ça, c'est vrai, je me suis dit, mais c'est vrai, il y a toute la science à l'EPFL pour pouvoir un jour appliquer ces accords de Paris. On fait 1,5 million de repas. Il n'y a pas une meilleure place pour mettre ça en place qu'à l'EPFL en Suisse. Et est-ce qu'il y a des moments où vous étiez un peu découragé ? Oui, alors je le dis pas souvent, mais c'est vrai qu'il y a des moments pas découragés. C'est pas un manque de courage, c'est plutôt... on doit toujours mettre le pied dans la porte tout le temps. Et on doit tout le temps convaincre, expliquer. J'ai dû expliquer 1 million de fois à des gens les bienfaits de ce qu'on faisait. Monter à Berne pour expliquer à des lobbyistes de la viande, pourquoi on avait diminué la viande. Enfin, il y a des milliers de raisons pour lesquelles j'aurais eu à me décourager. Mais dans la seconde qui suivait, j'étais déjà rempli de courage. Si vous avez expliqué des millions de fois, aujourd'hui, avec la distance, quels sont pour vous les quelques arguments les plus importants pour pouvoir toucher les gens et les emmener dans le bateau ? Si je dois prendre des arguments, il y a l'argument de santé. J'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit mais moi je m'en fiche de ma santé, si je meurs à 45 ans d'un cancer du côlon ou parce que je suis diabétique type 2, etc., je fais des malaises X, je m'en fiche, c'est mon problème. J'ai jamais rencontré des gens qui se fichaient de leur santé. En revanche, là où on a dû discuter, convaincre, expliquer, c'est souvent sur les aspects environnementaux. Il y a des gens qui vont vous dire mais moi la santé de la planète j'y crois pas, elle va très très bien, il n'y a pas de raison d'arrêter, ça fait déjà 100 ans qu'on vit comme ça, pourquoi pas continuer. Puis là c'est là où il faut venir avec des arguments concret, des chiffres, la science qui vient justement étayer ce que vous dites et pourquoi vous essayez de convaincre. Avec Bruno Rossignol, nous avons vu comment une petite ville comme l'EPFL a pu transformer son approche de l'alimentation. Mais qu'en est-il plus largement des sucrements ? Quelles sont les émissions de CO2 de nos assiettes et comment pouvons-nous améliorer notre bilan carbone ? Pour le comprendre, je vous invite à écouter Anouchka Bagnou, responsable du dossier alimentation au Centre de compétences en durabilité de l'Université de Lausanne.
Anouchka Bagnou, vous travaillez sur les systèmes alimentaires et puis vous avez étudié l'impact de notre alimentation sur les limites planétaires. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on trouve dans les assiettes des Vaudois et de quoi sommes-nous responsables ? On a découvert qu'on mangeait quand même presque 50% de fruits et légumes et on mange environ 26% de pommes de terre, aussi à peu près 11% de produits laitiers, 6% de légumineuses, mais seulement 4% de viande et de poisson, même si c'est déjà trop. Et après, il y a les noix, matières grasses et les autres, comme on les appelle, c'est un peu le café, le chocolat, etc. Vous avez évoqué qu'est-ce qu'on trouve dans l'assiette. Qu'est-ce que ça signifie en termes d'émissions de CO2 et à quel point est-ce que l'alimentation a un grand impact dans nos émissions globales ? Alors, selon nos calculs, on dépasse de 19,6 fois la limite du changement climatique. Ça veut dire qu'on consomme en fait 19 planètes, grosso modo. Avec uniquement notre alimentation ? Avec uniquement notre alimentation. Puis ça représente aujourd'hui environ 2 tonnes de CO2 par personne. Dans notre alimentation, on devrait diviser par 19 les émissions de CO2. D'où viennent principalement ces émissions ? Alors, dans les chiffres, ils sont assez clairs. Là, pour le donut du canton de Vaud, on a pu calculer l'impact de la viande et des produits carnés. Ça, c'est le premier hotspot de la part d'impact. Pour donner un exemple, au niveau de la viande, ça représente quasiment la moitié. Et sinon, il y a aussi les énergies fossiles utilisées pour produire les tracteurs, le transport, etc. Et aussi, un autre gros point, c'est le gaspillage alimentaire, parce qu'il y en a énormément. Il y a environ un tiers de l'alimentation qui est jetée en Suisse. Et si on ne le faisait pas, on pourrait économiser énormément de CO2. Et quelles seraient les 5 recommandations si, en tant qu'individu, je souhaite prendre soin des émissions de CO2 quand je mange ? C'est assez difficile, je trouve, de donner des conseils comme ça parce que les consommateurs, en fait, c'est très pluriel. Il y a beaucoup d'inégalités sociales. L'alimentation, c'est vraiment un sujet qui cristallise ces inégalités sociales. Donc, je trouve qu'on ne peut pas s'adresser la même chose avec quelqu'un qui est à l'aide alimentaire ou bien même qui a très peu de moyens plutôt que quelqu'un qui a beaucoup de moyens. Après, bien sûr, il y a les classiques. On pourrait parler des 3 V, par exemple, vrai, végétal et varié. Le premier vrai, c'est-à-dire consommer des aliments bruts et puis arrêter les aliments ultra transformés, en consommer vraiment moins. Et puis après, il y a végétal, donc consommer moins de viande et de produits carnés aussi. Et varié, ça veut dire manger un peu de tout aussi. Et c'est en lien aussi, on voit beaucoup ce qui est bon pour la santé et souvent aussi bon pour la planète. Donc, si je peux donner un conseil, c'est de se demander en fait quand on va acheter, est-ce que c'est bon pour ma santé ? Et dans les schémas qu'a présenté le CCD sur l'assiette des Vaudois, il y avait un schéma qui m'a beaucoup marqué, qui montrait que quand on achète des légumes transportés de l'autre bout du monde en bateau pouvaient être plus écologiques que des légumes qui sont cultivés sous serre en Suisse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors en termes CO2, c'est clair que les choses ne sont pas si simples. Un haricot de saison cultivé en Suisse, c'est toujours celui qui aura le moins d'impact. Et un haricot transporté par avion, c'est toujours celui qui aura le plus d'impact. Mais au milieu, c'est pas si clair parce que le deuxième plus gros émetteur de CO2, c'est un haricot cultivé sous serre en Suisse, alors qu'il y avait moins d'émissions pour un haricot transporté par bateau depuis l'Égypte. Quelles seraient des mesures politiques efficaces aujourd'hui pour soutenir une transition alimentaire ? Alors c'est une très grande question, mais si je pourrais dire un point, c'est vraiment donner les moyens à tous ces acteurs de terrain, qui soient agriculteurs, qui travaillent dans les métiers de bouche, les boulangers par exemple, la restauration, mais aussi les petits transformateurs et ça, leur donner les moyens d'effectuer cette transition, de la penser, de la mettre en place, etc. Parce que c'est eux, les artisans en fait, qui vont mettre en place cette transition. Et si nous réussissions une transition du système alimentaire à plus large échelle, à quoi est-ce que cela ressemblerait ? Bruno Rossignol a fait un voyage dans le futur pour nous en parler. Je vous invite à le retrouver dans un champ potager, le visage au soleil et les pieds dans la terre, en 2040. 2040, j'y vais. Bruno Rossignol, je vous retrouve, on est en mai 2040 dans ce champ de maraîchage de l'EPFL. Et puis tout à l'heure, il y aura une cérémonie à l'EPFL à laquelle vous allez participer. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est cette cérémonie ?
Cette cérémonie, finalement, c'est un hommage à ce qu'on avait implémenté il y a de nombreuses années maintenant, où à l'époque, on voulait réduire l'impact CO2, on voulait augmenter les valeurs nutritionnelles dans l'assiette au travers d'outils qu'on a construits avec différents laboratoires. Et puis aujourd'hui, on célèbre quoi ? On célèbre le carbone zéro dans les assiettes de l'EPFL. C'est un événement juste extraordinaire, parce qu'on n'aurait jamais cru il y a 15 ou 20 ans en arrière pouvoir y arriver. C'était un défi monstrueux de dire aux gens qu'il fallait manger moins de viande, qu'il fallait végétaliser, qu'il fallait moins importer. Et puis on voit que finalement les leviers qu'a porté le PFL ont eu des répercussions en dehors de l'EPFL, puisque finalement on a été un espèce de wagon grosses locaux à travers la Suisse et même d'autres pays européens pour ce qu'on a construit. Et aujourd'hui, on vient fêter ce carbone zéro à l'EPFL. Qu'est-ce qui a changé quand vous regardez en arrière dans la restauration collective et de l'administration publique ? Aujourd'hui, on mange beaucoup moins de viande, on va plus chercher à l'étranger ce qu'on fait très bien pousser chez nous. Il y a même des cultures qu'on a abandonnées au profit de certaines cultures de légumineuses. Et on voit que vraiment le travail de fond qui a été fait à l'EPFL a servi vraiment de levier politique. Et c'était tout l'intérêt aussi de départ de notre travail, c'était de se dire mais comment la politique va pouvoir récupérer un jour toutes ces informations et de pouvoir s'en servir pour faire des changements au niveau législatif. Quelle est la mesure politique qui a été le plus utile pour soutenir le changement ? Le soutien de l'agriculture suisse et de ce qu'on y trouve avant d'aller chercher à l'étranger, de pouvoir vraiment manger dans les champs de notre pays, dans nos frontières. Ça a vraiment eu un impact juste monstrueux de voir qu'en améliorant certaines conditions des gens qui nous nourrissaient, on a pu sauver une partie de notre agriculture, mieux manger, mieux consommer. D'ailleurs là on est justement dans un champ de maraîchage de l'EPFL. Décrivez-nous qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Vous avez des produits de saison, ce qu'on mange maintenant banalement. Alors aujourd'hui, ça paraît complètement banal pour les générations qui sont là. Il y a 15 ou 20 ans en arrière, c'était juste de l'ordre de l'extraterrestre de voir certains produits comme de la racine de queue de persil, des carottes qui poussent dans nos champs, certains types de pommes de terre, des légumineuses. Là, on voit des pois chiches. On voit plein de choses qui sortent de ces champs toute l'année. Dans le passé, ça n'aurait jamais été possible ou on n'y aurait même pas pensé. On aurait dit comment tu veux qu'on fasse pousser des pois chiches ? On voit aujourd'hui tous ces produits de saison que les gens utilisent et mangent toute l'année et se posent même pas de question de savoir mais comment ça arrivait là. Pour eux c'est logique, comme il y a des années en arrière on mangeait autant de viande et on mangeait aussi des fraises hors saison ou des cerises à n'importe quand. Et qu'est-ce qui a aussi changé dans les écoles de formation des cuisiniers et de tous les gens qui sont dans le milieu de l'hôtellerie ? Alors déjà, on a instauré beaucoup plus de restauration végétarienne. On avait une déficience au niveau de nos apprentis où les apprentissages à l'époque étaient encore très axés sur les protéines animales, sur les méthodes de cuisson, mais assez peu sur le côté cette cuisine végétarienne, ovo-lactée végétarienne qui est très très intéressante. On voit que dans certains pays, ils ont toujours mangé de cette façon et ils vivent bien et voire même mieux que nous et restent plus longtemps en santé que nous. Et aujourd'hui, au niveau de cet apprentissage, on voit que les jeunes cuisiniers aujourd'hui, quand ils sortent, ils savent vous faire une planification de menu complètement ovo-lacto-végétarienne sur plusieurs semaines avec des calculations d'empreinte carbone qui n'étaient même pas au menu de leur cours. Ça a grandement changé la restauration de collectivité puisque c'est une restauration de masse et ça a amélioré grandement aussi la santé des gens. Et puis maintenant, vous êtes à la retraite depuis 2 ans et si vous regardez en arrière, quel conseil est-ce que vous auriez envie de donner aux nouvelles générations ? Alors chez moi, on m'a toujours dit que les conseilleurs n'étaient pas les payeurs, mais si j'avais une recommandation, je dirais aux générations qui sont aujourd'hui ici présentes et futures, ne faites surtout pas l'erreur qu'on a fait, nous, notre génération, dans les années 80, 90, de se laisser bercer par une certaine industrie alimentaire qui nous a vendu du rêve, du frais, du sain et du local dans des boîtes en plastique et qui n'a jamais finalement nourri personne. Faites extrêmement attention, utilisez plus vos sens et l'ADN de ce qu'on vous a inculqué à votre naissance au niveau de l'alimentation que certaines boîtes de produits tout faits. Bruno Rossignol, avec le travail de ses équipes à l'EPFL, nous le démontre avec force. Aujourd'hui, nous connaissons les solutions pour une alimentation saine et durable et nous avons les moyens de les mettre en œuvre. L'avenir dépend donc de notre courage d'agir, ainsi que de notre capacité à faire les bons choix individuels et politiques. Alors, motivé ? Si tel est le cas, vous pouvez commencer à manger des produits locaux de saison et à diminuer votre consommation de viande rouge.
Et si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez des ressources et des liens sur le site www.hubdespossibles.org/podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour faire connaître le podcast ou à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. Quant à moi, je vous retrouve dans 3 semaines pour vous parler de solidarité et de partage autour de l'alimentation. Bonne route d'ici là.